Coucou, Jessica Waradomo. Salut. Merci mille fois d'être là. Alors je le dis parce que quand même c'est important de le dire. Je t'ai dans FIFA 2016, dans mon équipe, dans mon 11 typique. Et je garde ce jeu parce que quel Dream Team quand même, quelle génération dorée. Donc toi, t'étais défenseur de l'équipe de France de football. Et quel défenseur. T'as joué au PSG, t'as joué à l'OL. Aujourd'hui, t'es consultante pour Canal+. Et tu es là pour parler de sujets que tu représentes dans tous tes engagements encore aujourd'hui avec la FIFA. Parce que tu fais partie du... Alors attention, mon accent anglais... Pardonne-moi, c'est le FIFA World Panel Voice Panel. Alors, en plus, si les mots sont pas bons. Donc, des engagements, diversité, inclusion. On est là aujourd'hui pour parler de rêve, d'audace, comment créer sa chance. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, pour commencer, si le foot, tout simplement, c'était ton rêve? Petite. C'était ma passion, plus qu'un rêve. À l'époque, on n'avait pas de rôle modèle, donc pour moi, ça n'existait pas le football professionnel féminin. Donc c'était pas un rêve d'être footballeuse professionnelle. Je jouais par passion, mon papa jouait au foot, entraînait dans le club à côté de chez moi, mon grand frère jouait au foot. Donc en fait, j'ai baigné dans le foot depuis toute petite, et c'est comme ça que j'ai été passionnée par ce sport. C'est un héritage familial en fait, hein, c'est ça? Exactement, un vrai héritage familial, oui. Mais il y a plein de valeurs justement dans le foot, il y a l'esprit collectif, etc. C'est quoi finalement qui t'a attiré au-delà de du coup la famille qui t'a transmis le virus foot? C'est vivre des émotions collectives. Alors quand on est petit, on s'en rend pas vraiment compte. Je m'en rends compte vraiment maintenant adulte. Quand on est petit, on a juste envie de jouer au foot avec les copains, en fait, faire du sport avec les copains, et c'était ça. J'avais envie de jouer au foot avec les copains. J'étais à l'entraînement avec mon père, je les voyais tous jouer au foot et je me disais mais moi aussi j'ai envie de jouer au foot, moi aussi j'ai envie de taper dans le ballon. En fait c'est comme ça que ça m'est venu, c'est vraiment l'envie de taper dans un ballon avec les copains, quoi. J'adore, la passion pure et dure. Alors tu l'as dit pour commencer, surtout à ton époque, le foot c'était un milieu qui était très 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 masculin. Alors, est-ce que justement tu peux nous expliquer si ça t'a demandé une audace particulière dans ta carrière pour aller vers ce métier-là, ou au global, c'est quoi qui t'a vraiment demandé de l'audace dans ton parcours? Si peut-être tu as une anecdote qui te vient en tête où tu t'es dit là il va falloir que je m'accroche et que je sois forte. Il faut savoir qu'au final j'ai vécu du foot qu'à l'âge de 25 ans, et donc avant il fallait tout associer, en fait, tout cumuler. Donc les études, le foot de haut niveau, après le travail et le foot de haut niveau. Donc c'était peut-être ça le plus difficile, en fait. Pour moi, c'est d'avoir un emploi du temps au final très compliqué, d'avoir très peu de vie sociale parce que j'étais soit au travail, soit au foot. Et les entraînements étaient le soir, je rentrais tard, les week-ends j'étais en déplacement. Donc au final, la vie sociale était plus compliquée et je voyais très peu mon mari au final. Et c'est peut-être ça qui était le plus compliqué. Avant, ça allait. J'ai pas ressenti vraiment ce problème dans le football féminin en général, ou d'énormes préjugés, parce que dès l'instant où on était sur le terrain et qu'on montrait qu'on savait jouer au foot, généralement ça se taisait. Ouais. Mais c'est plus l'après, en fait, pouvoir associer les deux, le sport de haut niveau, le foot de haut niveau et une vie à côté pour pouvoir gagner ma vie, en fait, tout simplement. Au final, c'est la même chose pour beaucoup de sportifs en France de nos jours. Le football, oui, c'est un sport où il y a de l'argent chez les garçons, un petit peu maintenant chez les filles, depuis peu. Mais il y a beaucoup de très grands sportifs qui font les JO, qui font beaucoup de choses, qui n'ont pas la chance, en fait, de vivre de leur métier. On voit des témoignages, là, en poche JO 2024, où beaucoup d'athlètes, au final, étaient sponsorisés avant les JO et là, se retrouvent sans rien. Et au final, c'est peut-être ça le plus difficile, où j'ai dû être la plus audacieuse, c'est de réussir à, en fait... à travailler, à faire du sport de haut niveau, à avoir une vie sociale et familiale à côté et réussir à tout faire en même temps, en fait. Alors finalement, le foot, tout le monde n'est pas footballeur, footballeuse, mais honnêtement, ton discours, il est hyper universel. C'est de concilier énormément de choses. Combien de personnes doivent jongler entre plein de métiers, et puis la vie de famille, et puis essayer d'avoir une vie sociale si on peut, si on a le temps. Comment on fait quand on a une passion, qu'on a quand même, entre guillemets, la frustration de ne pas arriver à en vivre parce que l'économie est différente, on en a parlé dans une précédente interview par rapport aux garçons. On s'accroche à quoi pour sa santé mentale, pour arriver à tout concilier quand on a autant de choses? On s'accroche à la passion, déjà, dans un premier temps. Si on arrive et on fait tout ça, c'est parce qu'on est passionné. Et j'étais passionnée de foot, très clairement, et que c'était un plaisir. Et c'était pour moi de jouer au foot, c'était plus qu'un plaisir, en fait. Donc, je voyais pas ça comme quelque chose de négatif. Certes, je rentrais tard chez moi, certes, j'étais beaucoup en déplacement, je voyais peu mon mari pour ça. Mais en fait, c'était ma passion, c'était quelque chose que j'aimais tellement que ça
c'était un équilibre au final aussi pour moi. Ça me prenait beaucoup de temps, mais ça restait un équilibre pour moi. Après, on s'accroche parce qu'on se dit que, comme tout le monde, il faut gagner sa vie. Comme tout le monde, il faut préparer aussi l'après, quand le football s'arrêtera. Il faut tout faire, en fait. Donc, on s'accroche comme, en fait, beaucoup de monde et n'importe quelle personne de la vie à l'heure actuelle, où ils sont obligés de parfois cumuler 2 emplois et aussi vouloir faire du sport parce que ça leur fait du bien, et aussi avoir une vie de famille, en fait. C'est comme ça. Il faut être, je pense, minutieux dans la manière de vivre, avoir un cadre quand même assez important. Mais ça se fait. Ce que je retiens de ton discours, c'est qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses, trouver du sens. Et toi, le moteur, c'était la passion. On est d'accord quand même que c'est ultra difficile, je pense, psychologiquement, de concilier autant de choses si on n'aime pas si le fil rouge, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on fait, en fait. Oui, exactement. Très clairement, je me levais tôt le matin pour aller au travail. Je faisais mes 35 heures comme tout le monde. Je rentrais et je devais enchaîner avec le foot. Et des fois, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que j'étais fatiguée, j'avais envie de rester chez moi, parce que j'avais une mauvaise journée de travail, et parce que c'était compliqué. J'aurais préféré rester avec mon mari à la maison, en fait. Mais non, il fallait que j'aille à l'entraînement parce que c'était un sport de haut niveau, parce que j'étais un petit peu payée par le club. Je gagnais pas de quoi vivre, mais j'avais quand même... Donc j'avais aussi des obligations envers l'équipe, envers mon coach, envers le club. Il fallait que j'y aille. Donc c'était plus difficile, c'était ça, c'était de me dire, allez, booste-toi, il faut quand même que tu ailles à l'entraînement. Ça a beau être ma passion, il faut quand même que j'y aille. Et heureusement que j'étais passionnée, parce que si on n'est pas passionné, on reste chez soi, on va pas à l'entraînement. Très clairement. Donc, c'est vraiment ce qui a vraiment dirigé la chose, c'est être passionné par ce qu'on fait. Alors, c'est pas toujours facile parce que des fois, il y a des métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'est pas toujours passionné par tout ce qu'on fait. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir un minimum de plaisir dans le travail qu'on fait ou dans le sport qu'on fait. Et alors, la passion, elle est là depuis petite, héritage familial. On parle beaucoup justement de ce terme de métier passion. Ça divise. Parfois, on veut y aller, on se dit, c'est un rêve réalisé, et parfois, on se dit, mais je ne vais pas y aller parce qu'en fait, de faire ça tout le temps, ça va me dégoûter et ça va devenir une contrainte. Toi, à partir du moment où tu as réussi à en vivre, vraiment, est-ce que tu as eu ce sentiment-là, ou est-ce que vraiment, malgré les contraintes, quand ça devient vraiment un travail à temps plein, tu réussissais à garder cette passion intacte ? Non, je pense que, tout simplement, j'ai arrêté le foot de haut niveau et d'être professionnel dès l'instant où aller sur le terrain, c'était un plaisir, certes, mais j'avais aussi, j'avais envie, quand mon mari m'envoyait des photos où il était en famille, avec ma famille, avec notre famille, et que j'étais pas là, où j'avais plus envie d'être là-bas que d'être sur un terrain. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, et là, il va falloir penser à arrêter, en fait. Tout simplement. C'est que, au bout d'un moment, il y a des sacrifices à faire. Ça, c'est comme dans tout métier, et c'est important. C'est une passion, oui, mais au bout d'un moment, si la flamme, elle est plus là, ça devient compliqué, je pense, pour tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Je suis toujours passionnée de foot. J'en vis encore au final, mais différemment. C'est ton travail aujourd'hui, différemment. C'est mon travail, mais différemment. Mais j'avais envie d'être avec mes proches. J'avais envie d'avoir une vie familiale. Parce que je pense que tout le monde le sait, être sportif de haut niveau, c'est quelque chose de magnifique et de très beau. Mais être sportif de haut niveau, ça demande énormément de sacrifices. On loupe beaucoup de choses, notamment dans la vie sociale qu'on peut avoir avec les gens, avec notre famille, avec nos amis. J'ai loupé beaucoup de mariages, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de moments importants de gens proches à moi, en fait, et des choses toutes simples de la vie du quotidien. Aller goûter avec des amis, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais loin, etc. Vivre tous ces moments, aller en famille en vacances, c'était pas possible parce que moi j'étais en vacances quand eux ne l'étaient pas. Il y a plein de choses qu'on ne vit pas. Donc ces sacrifices-là, ils sont faits. On le fait par passion, mais au bout d'un moment, quand ça devient un poids, c'est là où c'est compliqué. Donc un métier passion, je pense que c'est bien et tant mieux. De pouvoir faire un métier où on est vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est vraiment une chance de nos jours, il faut être très honnête. Maintenant, au bout d'un moment, ça peut parfois peser lourd, ça c'est sûr. Il faut trouver d'autres moyens. Ouais. Peut-être on peut toujours être dans le même métier, dans un métier passion, donc, mais d'une autre manière. Parce que les envies évoluent, en fait. Exactement. Tu peux commencer tout feu tout flamme à te dire c'est mon métier passion, et en fait, comme tu l'as dit, à un moment, tu t'es dit peut-être que j'ai des envies familiales qui commencent à évoluer, et là, la passion s'étiole, et du coup, tu reconsidères les choses. Et justement, je me fais mes transitions, vu qu'on parlait aussi de sacrifice. Toi, ton rêve, on l'a dit, c'était le foot, mais tu avais aussi un autre rêve, c'était d'être mère. Ce rêve, tu l'as laissé de côté pour ta carrière. Et à un moment donné, tu as choisi de laisser ton rêve de foot de côté sous forme de joueuse, parce qu'aujourd'hui, voilà, tu étais toujours dans le foot en étant sur Canal, et c'est toujours ta passion de cœur. Mais tu as quand même laissé tomber ta carrière de footballeuse pour réaliser ton rêve d'être mère. Il fallait que tu fasses ce choix, selon toi, à ton époque. Oui, à mon époque, oui. C'était un choix à faire. Parce que ça n'existait pas, en fait, des joueuses françaises internationales à être maman en carrière, ça n'existait pas à mon époque. Il n'y avait pas non plus de protection des joueuses vis-à-vis des clubs.
par rapport au fait de tomber enceinte. Très clairement, notre corps, c'est notre outil de travail et quand on est enceinte, on ne peut plus exercer notre métier. Sauf qu'en fait, on n'avait pas de protection sociale par rapport à ça. Et donc, du coup, on était vraiment dans un flou, en fait, sur comment ça va se passer. Comme on n'avait pas de modèle, comme ça s'était pas arrivé en France encore, notamment dans le monde professionnel, entre guillemets, on ne savait pas où on mettait les pieds. Donc, moi, j'ai pas osé être maman en carrière. Parce que j'avais pas de protection sociale, parce qu'il y avait plein de choses, je ne savais pas comment le club allait réagir, comment mon corps allait réagir, parce qu'il n'y avait pas d'études là-dessus. Les médecins, les docteurs, personne n'était préparé à tout ça, en fait, tout simplement. On avait des exemples dans d'autres sports. On a vu des boxeuses, on a vu des handballeuses, on a vu beaucoup d'athlètes pouvoir le faire. Dans le hand, ils sont très précurseurs vis-à-vis de ça. C'est dans les contrats. Donc ça, on l'avait vu, mais pas dans le foot. Et donc forcément, j'ai pas osé. J'ai pas osé et c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière parce que l'envie d'avoir un enfant était viscérale. Ça faisait longtemps que j'étais mariée, j'avais vraiment envie d'être maman et que du coup c'était plus fort que de jouer au foot dans le monde professionnel. Maintenant, heureusement, ça a changé. La FIFA a créé des choses et donc du coup les clubs sont obligés. Il y a des conventions qui ont été signées pour les joueuses où les joueuses justement, si elles ont envie dès le moment, elles sont protégées. Les clubs sont obligés de les payer, sont obligés de leur mettre à disposition des choses justement pour qu'elles soient épanouies et pour qu'elles puissent vivre une grossesse comme elles en ont envie. Et donc du coup ça a changé et ça tant mieux pour la nouvelle génération et en plus de ça on a eu un vrai rôle modèle avec Amel Majri, joueuse de l'équipe de France qui a osé elle être maman en carrière et tant mieux parce que je pense que toute la nouvelle génération a besoin de rôle modèle dans n'importe quel domaine et là de voir que voilà on avait vu dans d'autres pays, on l'avait vu dans d'autres sports en France mais enfin on l'a vu aussi dans le football et c'est tant mieux. On l'a vu, ça fait du bien et tu as beaucoup contribué aussi à ce qu'on le voit parce qu'Amel Majri, qui est une immense joueuse, vraiment une icône de l'équipe de France, qui effectivement a ouvert la voie en vivant sa grossesse, qui aussi, on en a beaucoup entendu parler, surtout pour ça dans les médias, qui emmenait son enfant aux entraînements, ou l'enfant ne jouait pas sur le terrain, on s'entend, mais l'enfant était sur le banc. Mais en tout cas, voilà, elle emmenait son enfant, donc on a ouvert la voie comme ça. Et toi, tu as réalisé un documentaire sur justement cette histoire d'Amel Majri qui s'appelle Baby Foot pour Canal+. T'as dû ressentir quelque chose quand même de te dire putain, elle transmet ça et c'est pas du tout la vibe qu'il y avait dans ma génération. C'est beau et c'est fort quoi. Oui, j'étais fière d'elle parce que j'ai eu la chance de la côtoyer en équipe de France. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et en fait, j'étais fière qu'elle puisse porter aussi ce combat-là parce que c'est quelqu'un d'engagé, Amel, et de la voir faire ça, de la voir être un vrai rôle modèle. C'était un rôle modèle sur le terrain, ça c'est sûr, mais c'est devenu aussi un rôle modèle en termes sociétal en fait, parce que elle a aussi un petit peu ouvert la voie et cassé certains codes, certaines barrières en fait dans le football en France, dans le football féminin. Donc pour moi, c'était essentiel de la suivre. Je suis partie du constat que moi, j'ai pas osé, elle a osé. Et il faut voir comment c'est. Alors, bien évidemment, on montre que c'est difficile parce que il faut revenir après une grossesse. Je pense que n'importe quelle maman qui a vécu ça, c'est difficile de revenir. Surtout que là, Amel, c'est son outil de travail, son corps. Donc, il fallait revenir. Le corps change quoi qu'il arrive. On a beau s'entretenir tout le long, on a beau être bien suivi, etc. Mais notre corps change. Et puis voilà, il y a la fatigue, il y a plein de choses. Il faut être performante sur le terrain malgré beaucoup de choses. Mais comme n'importe quel moment, dans n'importe quel métier, parfois les nuits sont compliquées, mais pourtant il faut aller à travail et assurer. Là, c'est pareil. Et en fait, je voulais montrer que c'était possible. C'était difficile parce qu'il ne faut pas le cacher, c'est difficile, mais c'est possible et montrer surtout que n'importe quelle femme et n'importe quelle maman, dans n'importe quel domaine, c'est des warriors en fait, tout simplement. Complètement. Et cette difficulté à revenir au plus haut niveau, parce que quand même, quand on est footballeuse à l'international, qu'on représente un pays, c'est hyper dur d'être. Il y a une exigence qui est énorme, et il y a énormément de joueuses aujourd'hui qui le font. Évidemment, Amel Majri, mais je pense à Alex Morgan, qui est une des meilleures joueuses du monde, qui joue en équipe de France des États-Unis, Dorit. C'est un seul pays, non? Qui joue dans l'équipe des États-Unis et qui, il me semble, elle en est à sa 2e grossesse et qui arrive à revenir au plus haut niveau et à porter son équipe. Donc bien sûr que c'est possible, mais c'est difficile et ça demande un mental. Vraiment, il faut glorifier les femmes pour ça aussi, quoi. Oui, c'est difficile, mais vous savez, je pense qu'aussi, quand on est maman, ça décuple aussi quelque chose de différent. En fait, on se bat pas que pour soi maintenant sur le terrain, pas que pour l'équipe, mais pour rendre fiers aussi nos enfants, en fait, tout simplement. On sait pourquoi on le fait et je pense que c'est même une force
d'être maman en carrière pour n'importe quelle sportive. Parce que oui, certes, on est un peu plus fatigué, il faut être très honnête, mais en fait, on a quelque chose, on se bat pour quelque chose en plus, on a un supplément d'âme, en fait, tout simplement. Et honnêtement, toutes les joueuses que j'ai eu la chance d'interviewer par rapport à ça, qui ont eu la chance d'être maman en carrière, honnêtement, toutes me disent qu'elles se sont senties plus fortes après avoir vécu une grossesse et après avoir eu un enfant, en fait. Parce que mentalement, en fait, je pense que n'importe quelle maman peut témoigner que mentalement, on est tellement fort après avoir eu un enfant et pour n'importe quoi, en fait. Le mental des femmes, on est vraiment des warriors, dis donc. Hein. Un autre de tes engagements forts que tu transmets, c'est du coup ton engagement auprès du FIFA Voice Player Panel. Player Panel. Vraiment, moi l'anglais, je te dis, merci de m'aider, hein, vraiment. Alors, cet engagement-là, c'est pour lutter contre les discriminations et du coup en faveur de l'inclusion. Est-ce que toi, tu dirais que les discriminations aujourd'hui, c'est la barrière des rêves ? Oui, bien évidemment, il faut être très honnête. On le voit, il y a beaucoup de discrimination, ça existe dans le foot, ça existe dans d'autres domaines et dans n'importe quel domaine de la vie de tous les jours. Je pense qu'on a vu quelqu'un qui était juste avant moi assis à cette place et qui lui aussi a vécu la discrimination. Youssef Badr, magistrat à Bobigny, qui est exceptionnel. Donc voilà, en fait, on en vit au quotidien. La discrimination, elle est là, fait partie de la société, hélas, et il faut réussir à la combattre, en fait. Et justement, ce FIFA Player Voice Panel, il est là pour essayer de combattre un petit peu tous ces clichés, ce mauvais aspect, en fait, de la société qui rejaillit aussi sur le foot, parce qu'on dit souvent que le foot est le reflet de la société. La société aussi se reflète dans le foot. En fait, c'est un va-et-vient entre les deux, entre le sport et le monde sociétal. Et là, il y en a aussi dans le foot. Et on est 16 anciens joueurs et joueuses internationales de tout le monde entier, parce que les problématiques sont différentes en fonction de là où on vit. On n'a pas les mêmes problématiques en Océanie qu'on peut avoir en Amérique du Sud, qu'on peut avoir en Europe. Il y a différents types de discrimination et il faut tous les combattre. Et donc, du coup, on essaye de mettre en place des choses, d'aider notamment la FIFA avec notre vécu de joueurs, avec les réseaux qu'on peut avoir, avec le ressenti des joueurs qui sont encore en carrière. On essaye de travailler avec eux, main dans la main, et de travailler avec toutes les confédérations pour pouvoir mettre en place des choses pour arrêter en fait le racisme et la discrimination dans le foot, quoi. C'est hyper important et je t'avoue que c'est vraiment en te suivant que j'ai découvert du coup c'est tout nouveau. Ce panel. Il a été créé il y a seulement, il a été créé, il a été vraiment officialisé seulement en septembre. On a commencé à travailler un petit peu avant, mais il a été officialisé seulement en septembre. Mais alors ça consiste en quoi ? Parce qu'effectivement le sport, c'est beaucoup pointé du doigt, tous les sports, sur des problèmes de discrimination quels qu'ils soient. C'est super que ça soit mis en place. Mais toi par exemple, quand ils t'ont sollicité, c'est quoi tes actions ? Toi, quand tu te déplaces aux événements, tu assistes à quoi ? C'est quoi les sujets ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Alors, on a des groupes de travail, déjà, dans un premier temps, sur savoir quelle action on peut mener sur le terrain, justement, pour sensibiliser les gens, éduquer la nouvelle génération, éduquer les jeunes, mais pas que les jeunes, parce que, certes, on doit éduquer les jeunes au racisme et à la discrimination, leur expliquer ce que c'est, leur expliquer qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire, parce que pour moi, un enfant, il n'est pas raciste ou il n'est pas discriminant. Il le devient, en fait, par l'entourage, par beaucoup de choses. Donc, il faut éduquer la nouvelle génération, mais il faut aussi éduquer les adultes. Parce que, hélas, si nos enfants peuvent, ou la nouvelle génération peut devenir raciste ou discriminante, c'est parce que, en fait, elle a les modèles et parce qu'elle entend des discours. Donc, il faut éduquer aussi, en fait, tout l'écosystème du football. Donc, l'éducation, ça, c'est un des axes prioritaires. Donc, on essaye de mettre en place des choses. Là, il y avait la Coupe du Monde U17 féminine au Maroc. Et donc, du coup, on a été rencontrer les équipes. On a été discuter avec les équipes, expliquer ce que nous on faisait, que on était à disposition aussi. Justement, elles étaient témoins où elles avaient des problèmes pour qu'on puisse faire les choses. On travaille aussi, on essaye de travailler aussi avec les gouvernements parce que, hélas, dans tous les pays, il n'y a pas d'action pénale. Tout n'est pas pénalement répréhensible, notamment sur le racisme ou la discrimination. Donc, en fait, on essaie de faire changer, évoluer la politique là-dessus et notamment les lois. Donc, c'est pas toujours facile. Faire évoluer aussi les lois du jeu. Donc, il y a eu un changement de règlement, notamment sur les lois du foot dans la FIFA par rapport au racisme et à la discrimination. Tu peux nous en dire plus ? Oui, il y a des gestes qui sont mis en place maintenant. Dès l'instant où quelqu'un est victime ou est témoin d'un acte discriminant ou raciste sur un terrain, il y a un geste à faire, en fait. C'est le geste de croix. Et là, l'arbitre est au courant, en fait. N'importe quel arbitre est au courant de ce geste-là. Même l'arbitre peut le faire. Et au final, en fait, il y a un protocole en 3 étapes. Dans un premier temps, le geste est fait. Il y a un rappel à faire
là, sur un grand stade, un appel à faire au niveau du stade, au niveau des spectateurs. Et après, si c'est à nouveau fait, le match est complètement arrêté. Et après, forcément, il y a des choses pénales qui sont mises en place. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. On essaie de beaucoup travailler, de voir ce qu'on peut mettre en place avec les confédérations. On a rencontré notamment, là, quand on était en séminaire à Rabat, la fédération anglaise, la fédération allemande, pour savoir ce qu'eux mettent en place dans leur fédération, pour savoir comment nous, on peut les aider. Aussi s'appuyer sur ce qui est déjà mis en place pour vraiment essayer de faire changer les choses. Mais très clairement, le plus gros du travail, c'est l'éducation et aller à la rencontre des jeunes dans les écoles, des jeunes dans les compétitions pour pouvoir éduquer au racisme et à la discrimination, en fait. Et, tu m'apprends ce geste. Alors maintenant, on saura que si on voit ce geste... Alors attends, je vais le faire, c'est ça ? Si on voit ce geste dans un match de foot, que ça soit homme ou femme, c'est qu'il y a eu du racisme sur un terrain et que le match doit être arrêté. Exactement. Mais je pense qu'on dormira tous peut-être moins bêtes ce soir. Alors évidemment, les discriminations, on le sait et tu l'as dit, ça empêche les jeunes, les personnes d'accéder à leurs rêves. Ça leur crée des barrières mentales et ça les empêche de créer leur chance. Qu'est-ce que peut-être tu conseillerais, je vais vraiment te poser la même question qu'à Youssef Badr, qui effectivement était là juste avant toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes, des jeunes, qui se sentent victimes de discrimination, qui est quelque chose d'infiniment insidieux, qu'on ne dit que très très rarement clairement, que ça soit dans le monde du travail, surtout d'ailleurs dans le monde du travail ou autre, et qui en fait se sentent un peu éjectés et mis sur le carreau, et du coup ils sentent que voilà, il y a pas de place pour eux. Tu conseillerais quoi ? Il y a de la place pour tout le monde. Alors c'est facile à dire, très clairement, il faut être très honnête, mais je pense qu'il faut continuer de travailler, continuer d'essayer d'ouvrir des portes. En fait, il ne faut pas lâcher. La persévérance, c'est la clé dans tout domaine, de toute façon. C'est toujours difficile. On peut baisser les bras, on peut avoir un échec et se dire oh là là. Mais en fait, il y a toujours moyen de faire évoluer son ambition, son envie, pour trouver d'autres moyens de pouvoir faire le projet qu'on a envie. On peut se dire que c'est comme ça que ça doit être fait, mais qu'au final, les portes se ferment. Faire évoluer le projet, essayer de s'entourer aussi au maximum de personnes compétentes, de personnes bienveillantes aussi, parce que je pense que c'est essentiel pour pouvoir essayer de mener à bien son projet. Mais mon mantra, en tout cas, moi, c'est derrière chaque mal se trouve un bien. Donc en fait, on peut... Et en fait, si c'est pas arrivé, c'est que ça t'était pas destiné. Mais par contre, il faut persévérer parce que quand on est persuadé que quelque chose peut être bien pour nous et que c'est dans ce domaine-là qu'on a envie d'évoluer, il faut persévérer. La discrimination, elle est là et elle est difficile. Ça, c'est sûr. En France, elle est très difficile pour les jeunes, notamment ici des quartiers. Elle est plus que très difficile, même. On va dire qu'on part avec beaucoup de complications. Mais je pense que la persévérance, on a beaucoup de rôles modèles maintenant. On a beaucoup de personnes qu'on a vues issues des quartiers évoluer dans n'importe quel domaine, dans des domaines aussi très importants, pas que le sport. Il y a eu le sport, il y a eu la culture, mais dans d'autres domaines, on a vu de vrais rôles modèles. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, se dire que c'est possible. Je pense que n'importe quelle personne qui a réussi peut dire que la persévérance, c'est quand même la clé. Complètement. En fait, c'est oser. C'est un état d'esprit d'acier. On n'a pas le choix, de toute façon, quand on est issu des quartiers ou qu'on a certains, malheureusement, aux yeux de la société, handicap. C'est vraiment le mental. Mais justement, si je comprends bien ton discours, on parle aussi d'audace. On parle d'audace. C'est quoi, toi, Jess, ta définition de l'audace ? Comment tu conçois ça dans ta vie ? L'audace, pour moi, c'est être persuadé que, en fait, n'importe quelle personne, n'importe quel genre, n'importe quelle personne de n'importe quelle confession, peu importe, en fait, elle peut faire ce qu'elle a envie. C'est pas une question de sexe, c'est pas une question de plein de choses. C'est une question de compétence, en fait. L'audace, c'est la compétence. Si on est persuadé qu'on est compétent, si on a travaillé pour ça, en fait, on a le droit d'être audacieux, en fait, tout simplement. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter à un non, il ne faut pas s'arrêter à une porte fermée, à 2 portes fermées, à 3 portes fermées. Parce que, voilà, dès l'instant où on pense qu'on est compétent et surtout qu'on nous dit quand même, dans certains aspects qu'on est compétent, osons en fait. Il faut oser. L'audace, c'est oser en fait. Oser faire ce qu'on a envie de faire, oser ouvrir justement ces portes qu'on peut nous fermer parce que voilà, on est compétent. Peu importe de quel quartier on est issu, peu importe de où on vient, si on est compétent, on peut se permettre d'oser en fait, tout simplement. J'adore la puissance du discours, mais malheureusement, il y a quelque chose qui empêche
spécifiquement les femmes d'oser au quotidien, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime. Et selon BPI France, justement, ça concerne une femme sur 2. Est-ce que toi, dans ta carrière de footballeuse, ou alors même maintenant en tant que consultante pour Canal, ou même auprès de la FIFA, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou que tu ressens? Je l'ai ressenti, oui, quand j'étais consultante. Dans le foot, pas du tout, quand je jouais. Par contre, je l'ai ressenti en étant consultante, oui, en étant une des premières femmes à commenter un match de Ligue 1. Honnêtement, au début, je me suis dit, est-ce que je suis là parce que je suis une femme ? Vraiment, au début, on se pose la question. Alors certes, j'ai eu une carrière, j'ai été footballeuse internationale et footballeuse professionnelle. J'ai du vécu, mais est-ce que aussi je suis pas là parce que je suis une femme ? Je me suis posé la question. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que non, je suis là parce que je mérite d'être là, parce que je pense que je suis compétente dans ce que je fais. Mais oui, je l'ai eu, le syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu pendant peut-être 1, 2, 3 mois en arrivant à Canal, où on m'a permis de parler de football masculin. Et je me suis dit, mais je suis là pourquoi ? Pour mon genre ou pas pour mon genre ? Ouais. Et en fait, après, on se dit, mais non, en fait, on travaille, je pense qu'on est compétent, forcément, on se perfectionne au fur et à mesure. Plus j'ai commenté de matchs, et forcément mieux c'était, plus j'ai été dans des missions, et plus c'était facile pour moi de parler. C'est comme tout, quand on débute, on n'est pas parfait, et là, je le suis encore pas, et je le serai peut-être jamais. Personne ne l'est. Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on évolue et on travaille. Et je pense que, en fait, une femme doit se dire que dès l'instant où elle travaille et elle fait ce qu'il faut pour être bonne dans son métier, en fait, elle est légitime. Bien sûr. Mais je l'ai vécu. Et c'est hyper intéressant parce que si je comprends bien, c'est vraiment le temps qui a fait que tu as intégré ta compétence et que tu t'es dit, mais en fait, j'apporte quelque chose. Mais de prime abord, t'étais pas sûre d'apporter quelque chose. Ouais, exactement. Exactement. En fait, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis là parce que je suis une femme ? Et Ouais, parce qu'il n'y en a pas ouais. beaucoup ? Et parce que Canal veut faire un coup ? Et en fait, non, en fait. Et mes chefs me rassuraient, hein. Mais ils savaient pas que je ressentais ça, mais la manière dont ils me parlaient, ça me rassurait, mais on se pose cette question-là, ouais, très clairement. Maintenant, je me suis rendu compte que non, et au fur et à mesure, et bien évidemment que j'étais bien entourée, et qu'on me disait, mais tu es là parce que tu mérites d'être là, parce que ce que tu dis, c'est intéressant et compétent, et que tu es compétente, en fait. T'es pertinente. Voilà. Bien Et sûr. je pense que dans ces moments-là, le syndrome de l'imposteur, il faut être bien entouré et avoir beaucoup de bienveillance autour de soi pour qu'on réalise aussi nous-mêmes qu'en fait, on est là parce qu'on est compétent, en fait. Il y a aussi un sujet qui est hyper important, c'est l'état d'esprit du sportif. Ce fameux, c'est un peu mystique. On se dit, bah voilà, sportif de haut niveau, c'est un conditionnement, c'est un mindset, mais vous restez des êtres humains. Même si vous devez être très fort, arriver à enchaîner les entraînements, les matchs, la récup, etc., etc. Donc des êtres humains, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des émotions, ça veut dire de la peur, et ça veut dire encaisser une pression qui est constante pour aller vers la performance. Comment, humainement, on fait pour gérer ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qui se passait à l'intérieur de ta tête, Jess, quand tu étais footballeuse ? Bah déjà, j'ai envie de le mettre en parallèle avec le monde de l'entreprise, hein. Parce qu'on dit que les sportifs doivent être forts mentalement, mais n'importe quel salarié à pression avec de l'enjeu doit être fort mentalement Bien aussi sûr. et réussir à associer les deux. Le sportif, c'est la même chose. Nous, c'est juste que c'est être performant sur le terrain, mais eux doivent être performants dans leur travail. Donc, le parallèle est là. Maintenant, en fait, c'est juste... Déjà, t'as pas le choix d'être fort, parce que sinon tu joues pas et que t'as envie de jouer. Déjà, il faut être fort mentalement par rapport à ça. On peut craquer, hein ? On a le droit de craquer, on est humain. Et généralement, et c'est ça que parfois je reproche, c'est que les gens et les supporters oublient qu'on est des êtres humains avant tout. Ouais, ils sont Et qu'en durs. fait, il se passe aussi quelque chose derrière, en fait. Une personne, elle peut avoir un coup de mou sur le terrain et une mauvaise période pendant plusieurs mois, mais c'est aussi dû à peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, Bien peut-être que sûr. mentalement, elle n'est pas au top et que forcément, ça se rejaillit sur le terrain. Et en fait, les gens parfois oublient ça. Ils se disent, notamment pour les garçons, ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Mais en fait, ça reste des humains, en fait, tout simplement, Complètement. qui sont soumis à émotions. Et que du coup, les émotions aussi peuvent en fait influer sur leur travail à eux, qui est de jouer au foot, en fait, tout simplement. Ils ont la chance de faire un métier passion, et ça, on le disait, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste aussi des hommes et des êtres humains. Et en fait, il faut savoir juste gérer ses émotions. C'est le plus difficile. Alors des fois, oui, on ne peut pas toujours les gérer, c'est pas possible. Mais en fait, il faut savoir après rebondir quand on n'a pas, sur le moment, pas réussi à gérer son émotion, réussir à rebondir et réussir que c'est que du foot. Et généralement, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est que du foot. Relativiser. Ah ouais, plus que relativiser, c'est que du foot. C'est rien de grave, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de tout ça. Donc, on est loin des choses graves qui peuvent arriver dans ce monde à l'heure actuelle. Donc, c'est que du foot.
Bien sûr, mais c'est un discours qui peut paraître simple et qui est fondamental. C'est de se dire qu'en fait, très peu de choses sont vraiment importantes dans la vie. On peut avoir l'extérieur, comme toi, du coup, les supporters, qui mettent une pression et qui nous font ressentir que quelque chose... Tu faisais le parallèle avec le monde du travail, c'est hyper juste. Là, pour le coup, les supporters deviennent les managers ou l'équipe qui peut-être te mettent une telle pression que tu te dis, en fait, il y a un enjeu presque de vie ou de mort, mais non. Mais il faut arriver justement à se recentrer et tu l'as hyper bien expliqué. Émile, merci vraiment à toi pour tout ce que tu incarnes, tout ce que tu es, tout ce que tu transmets au quotidien et pour nous avoir fait rêver sur le terrain. Vraiment, Jessica Ouarademo, immense footballeuse de l'équipe de France de football. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.